Il existe une certaine catégorie d'hommes qui portent en elles une vision que la plupart des autres n'ont pas. Cet homme voit au-delà des apparences, derrière les sourires, à travers les mots soigneusement choisis de femmes qui, pour l'aveugle, semblent angéliques et dévouées. Freud pensait que cette capacité à percer les façades est dangereuse, car une fois que vous voyez les mobiles inconscients qui sous-tendent un comportement, vous ne pouvez jamais revenir à l'innocence. L'amour ne peut plus être simple, l'affection ne peut plus être crue sur parole, et le monde vous punira de l'avoir remarqué. Freud a écrit que les êtres humains ne sont pas maîtres dans leur propre maison. Il voulait dire par là qu'une grande partie de ce que nous faisons, même en amour, est dictée par des forces inconscientes que nous refusons de reconnaître. Et quand un homme ose remarquer ces forces chez les femmes, quand il voit la manipulation nichée dans l'affection, l'envie sous l'admiration, le ressentiment déguisé en loyauté, il devient un homme à part, car il a violé le pacte silencieux de la société, celui qui veut que nous ne nommions jamais ce qui se cache sous le désir. Prenez l'homme marié qui réalise enfin que l'affection de sa femme n'apparaît que lorsqu'il se plie à sa volonté. Il voit que sa colère n'est pas vertueuse, mais stratégique, que son repli relève moins de la blessure que du contrôle. La plupart des hommes excuseraient ce comportement, se disant « elle est émotive, elle m'aime trop ». Mais l'homme qui voit plus loin reconnaît le principe de Freud à l'œuvre, le refoulement. Ce qu'elle nie en elle-même, sa soif de domination, son ressentiment envers son indépendance ressurgit sous forme de manipulation. Elle ne peut l'admettre ouvertement, alors elle le déguise, le drape dans le langage de l'amour. Et voilà l'homme perspicace dans une position solitaire. S'il dénonce ce jeu, on l'accuse de cruauté. S'il se tait, il devient esclave. Freud soutenait que chaque relation est assombrie par le transfert, la projection de conflits anciens et non résolus sur le partenaire. Une femme manipulatrice transfère souvent sa guerre inachevée avec son père, sa rivalité cachée avec sa mère, ses blessures de négligence non guéries sur l'homme qui l'aime. Pour le mari aveugle, ces projections sont invisibles. Il les interprète comme des bizarreries, des sautes d'humeur ou le mystère de la féminité. Mais l'homme qui voit ce que les autres ignorent reconnaît qu'il n'a pas seulement affaire à sa femme. Il combat les fantômes de son passé, et c'est là que le danger s'aiguise. Dès l'instant où vous comprenez que votre amante n'est pas entièrement présente avec vous, mais qu'elle rejoue des scénarios inconscients, vous ne pouvez plus la regarder de la même manière. Et pourtant, Freud dirait que cette lucidité est à la fois une malédiction et une libération. La malédiction, car les femmes qui manipulent d'inconsciemment ne pardonnent pas à l'homme qui les démasque. Sa simple conscience menace l'illusion qu'elles ont besoin de maintenir. Mais aussi une libération, car l'homme qui voit acquiert la chance de sortir du cycle. Il n'est plus une marionnette dansant au gré de fils invisibles. Il commence à choisir, il commence à résister, il commence à reconquérir le soi que les relations dévorent si souvent. Mais c'est ici que le paradoxe se resserre. La plupart des hommes ne veulent pas voir. Ils préfèrent le narcotique de l'illusion, le confort de croire que la dévotion est pure et l'affection inconditionnelle. L'homme qui voit ce que les autres ne voient pas perd ce confort à jamais. Il ne peut croire comme eux. Il ne peut adorer aveuglément. Il ne peut se soumettre sans méfiance. Et ainsi, bien qu'il se tienne plus grand que les autres hommes, il se tient aussi seul. C'est le danger que Freud a maintes fois souligné. La lucidité sur l'inconscient vous isole, car le monde dépend de mensonges pour continuer à fonctionner.
Freud croyait que les gens feraient presque n'importe quoi pour se protéger de la vérité sur leurs propres désirs. Il nommait cela les défenses, ces mécanismes que l'esprit utilise pour éviter l'insupportable. Et lorsqu'il s'agit de femmes manipulatrices, ces défenses deviennent des armes. L'homme perspicace remarque que chaque accusation qu'elle lui lance semble étrangement inversée. Il est qualifié d'égoïste alors qu'il a donné sans compter. On le dit infidèle alors qu'il a été loyal. On l'accuse de vouloir tout contrôler alors qu'il a simplement dit non. Pour un œil non averti, cela semble confus, voire exaspérant. Mais Freud dirait que c'est une projection classique. Elle prend ce qu'elle ne peut admettre en elle-même et le projette sur lui. Une femme qui manipule ne se voit pas comme manipulatrice. Son ego ne peut supporter ce poids, alors son esprit inverse le scénario. Ce qu'elle ressent en secret, son envie, sa duplicité, sa soif de pouvoir, devient soudain de sa faute à lui. Et le voilà sur la défensive, noyé dans les explications, tentant de prouver son innocence devant un tribunal où le verdict a été rendu bien avant le début du procès. C'est le piège que Freud a décrit. L'inconscient ne se bat pas à armes égales. Il tord la réalité pour se protéger. Et l'homme qui voit cela se trouve en danger constant, non pas d'être trompé, mais d'être désigné comme le méchant pour avoir remarqué la tromperie. Freud a un jour fait remarquer que nous ne sommes jamais aussi sans défense contre la souffrance que lorsque nous aimons. Pour l'homme perspicace, c'est doublement vrai. Il aime, mais il voit aussi, et ce qu'il voit le déchire. Les jeux derrière les mots, les calculs cachés derrière la tendresse. Il ne peut cesser de voir, mais il ne peut pas non plus cesser d'aimer. C'est pourquoi tant d'hommes s'effondrent sous le poids de mariages manipulateurs. Ils sentent la fraude, mais refoulent leur conscience pour préserver la relation. Ils choisissent l'aveuglement plutôt que la confrontation. La différence est que l'homme qui voit refuse de s'aveugler à nouveau, même si cela lui coûte sa paix. Et c'est là que réside le paradoxe. La lucidité même qui pourrait le sauver le condamne aussi, car les femmes qui manipulent inconsciemment doivent protéger leur masque à tout prix. S'il l'expose, il devient son ennemi. Elle ne le remerciera pas d'avoir vu son ombre. Elle le combattra pour avoir osé la nommer. Freud dirait que c'est le retour du refoulé. La vérité même qu'elle ne peut reconnaître jaillit, non pas comme une confession, mais comme de l'hostilité. Elle ne peut intégrer ces mobiles inconscients, alors elle punit l'homme qui les perçoit. C'est pourquoi l'homme perspicace finit souvent isolé. Ses amis lui disent qu'il est paranoïaque. La famille de sa femme insiste sur sa cruauté. La société le qualifie d'amer. Mais en réalité, il est simplement éveillé. Il a reconnu ce que Freud a passé sa vie à essayer de prouver. Sous chaque relation se cache un champ de bataille de motifs cachés, de désirs refoulés et de luttes de pouvoir silencieuses. Voir clairement ce champ de bataille, c'est marcher seul, mais refuser de le voir, c'est devenir une victime dans une guerre dont on ignorait l'existence. Freud croyait qu'au cœur des relations humaines se trouvent deux grandes forces. Eros, la pulsion d'amour, d'union et de plaisir, et Thanatos, la pulsion de domination, de destruction et de contrôle. Pour la plupart des hommes, une femme n'apparaît que sous les traits d'Eros, l'attraction douce de l'affection, la promesse de chaleur et d'intimité. Mais l'homme qui voit ce que les autres ignorent, reconnaît l'ombre de Thanatos tapie dans sa tendresse. Il voit que chaque geste d'amour ne naît pas d'Eros.
Certains naissent du contrôle. Certains sont mus par l'envie. Certains sont des stratégies pour le lier, pour affaiblir son indépendance, pour s'assurer qu'il n'appartient pas à lui-même, mais à elle. Freud a écrit que le narcissisme est le complément libidinal de l'égoïsme de la pulsion d'autoconservation. En termes plus simples, l'amour devient trop facilement un acte égoïste. Une femme manipulatrice n'aime pas pour donner, mais pour recevoir, non pour nourrir, mais pour consommer. Elle cherche un homme non comme un partenaire, mais comme une extension d'elle-même, un miroir pour refléter sa valeur, un serviteur pour combler ses besoins tacites. L'homme aveugle prend cela pour de la dévotion. Il nomme sa possessivité de l'attention, sa jalousie de la passion, son contrôle de l'inquiétude. Mais l'homme qui voit, sait mieux. Ce ne sont pas des signes d'amour, mais des symptômes de narcissisme. Et pourtant, le danger de la perception est le suivant. Une fois qu'un homme le voit, il ne peut revenir à l'innocence de croire en une dévotion inconditionnelle. Il reconnaît le marché sous chaque mot romantique. Il entend le contrat silencieux derrière chaque baiser. Il comprend, comme Freud, que nous ne sommes jamais autant à la merci de la souffrance que lorsque nous aimons, parce que l'amour aveugle les hommes à l'économie qui le sous-tend, et la manipulation prospère dans cet aveuglement. L'homme perspicace devient immunisé non pas en rejetant l'amour, mais en le dépouillant de ses illusions. Il ressent toujours le désir, mais il ne confond pas le désir avec le destin. Il chérit toujours l'affection, mais il reconnaît quand l'affection est conditionnelle. Il valorise toujours le mariage, mais il voit que le mariage fonctionne souvent comme une transaction plutôt qu'une union. Cette lucidité prive la femme manipulatrice de son arme la plus puissante, son idéalisation. Sans idéalisation, ces jeux sont révélés pour ce qu'ils sont, des manœuvres calculées dans la lutte pour le pouvoir. Mais c'est là que le fardeau s'alourdit. La plupart des hommes, confrontés à la manipulation, préfèrent le déni. Ils se disent « Elle est juste émotive. Elle part d'une bonne intention. Toutes les femmes sont comme ça. » Ils échangent leur liberté contre le confort de l'illusion. L'homme qui voit ce que les autres ne voient pas ne peut faire cela. Sa vision le rend agité. Il sent les ficelles sur son dos, même quand il prétend qu'elles ne sont pas là. Il est donc confronté à un choix terrible. Silence et esclavage, ou lucidité et conflit. Aucun chemin n'est facile. L'un détruit sa dignité, l'autre l'isole. C'est le danger que Freud a révélé. Si vous ne voyez pas le schéma inconscient, vous êtes condamné à vivre dedans. La femme manipulatrice rejouera ses blessures non résolues encore et encore, entraînant son partenaire dans des rôles qu'il n'a jamais choisis. Un jour, il est le père qui abandonne. Le lendemain, la mère rivale. Le surlendemain, le traître, le méchant, l'amant ingrat. Et peu importe comment il se comporte, l'histoire se termine toujours de la même manière, avec sa rage, son contrôle, sa déception. Freud appelait cela le retour du refoulé. Ce qu'elle refuse d'affronter en elle-même revient toujours, déguisé en sa faute à lui. L'homme perspicace, cependant, reconnaît le piège. Il refuse d'être un acteur dans son théâtre sans fin. Il ne jouera pas le rôle du père, du rival ou du méchant. Il sait que se soumettre, c'est se perdre. Mais voici le coup. Une fois que vous refusez le rôle, vous brisez le scénario. Et lorsque vous brisez le scénario, vous devenez son ennemi, car la compulsion de répétition
ne cherche pas la résolution, elle cherche la familiarité. Elle est plus à l'aise à répéter la douleur qu'à affronter la vérité. Et l'homme qui perturbe ce cycle menace son équilibre inconscient. Freud a écrit que la compulsion de répétition remplace l'impulsion de se souvenir. En d'autres termes, les gens répètent ce qu'ils ne peuvent admettre. La femme manipulatrice répète non pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle ne peut affronter ses blessures. Et l'homme perspicace qui voit cela doit faire un choix. Est-ce que je reste pour devenir son expérience inconsciente ou est-ce que je sors pour reconquérir ma liberté? Les deux choix sont douloureux. L'un lui coûte son individualité. L'autre lui coûte l'illusion de l'amour. C'est pourquoi le danger de voir ce que les autres hommes ne voient pas ne consiste pas simplement à éviter la manipulation. Il s'agit de reconnaître que de nombreuses relations sont tentées par le passé et que l'amour lui-même est souvent un déguisement pour des blessures non résolues. L'homme qui voit doit décider s'il sera consumé par ces fantômes ou s'il vivra à l'écart d'eux. Et une fois qu'il choisit la liberté, il découvre quelque chose que Freud a suggéré, mais que peu d'hommes osent embrasser. La solitude, bien que pesante, est bien plus légère que l'esclavage au scénario inconscient d'un autre. Freud soutenait que la structure même de la société repose sur des illusions. La civilisation survit non pas parce que les gens sont honnêtes avec eux-mêmes, mais parce qu'ils acceptent d'ignorer les instincts bruts qui les animent. Il décrivait cela comme le prix à payer pour vivre ensemble. Les hommes répriment leurs instincts, les femmes masquent leurs désirs, et tous deux prétendent que l'harmonie existe là où, en vérité, la tension ne disparaît jamais. Nulle part cette tension n'est plus vive que dans les relations. La société récompense les hommes qui jouent le jeu des illusions, les hommes qui tolèrent la manipulation, qui portent le masque du mari dévoué, qui sacrifient leur individualité pour préserver l'image de la famille. L'homme qui voit ce que les autres ignorent est dangereux parce qu'il refuse de maintenir l'illusion. Il remarque que son mariage est moins une affaire d'amour que de négociation. Il voit que la loyauté de sa femme est liée aux ressources, au statut ou au contrôle. Il reconnaît que son affection peut s'évanouir dès que son utilité s'estompe. Et quand il dit cette vérité, il n'expose pas seulement sa femme. Il expose le mensonge collectif que la société veut faire croire à chaque homme. Que la dévotion est inconditionnelle, que les vœux effacent les instincts, que la manipulation n'existe pas au sein du foyer. La civilisation ne récompense pas cette lucidité. Au contraire, elle la punit. L'homme perspicace est qualifié de cynique, de toxique, voire de cruel. Ses amis lui diront « Tous les mariages ont des problèmes, il faut juste faire des compromis. » Sa famille insistera « Tu devrais la rendre heureuse, c'est ton devoir. » Même les institutions religieuses et culturelles, qui dépendent fortement du sacrifice masculin, le condamneront pour avoir remis en question le caractère sacré de ce qu'il voit clairement comme un contrat inconscient. Il devient le bouc émissaire, non pas parce qu'il a tort, mais parce qu'il refuse de jouer à l'aveugle. Freud pensait que c'était inévitable. Le refoulement est le ciment de la culture. Si les gens affrontaient vraiment leurs instincts, l'envie, la luxure, l'avidité, la domination, l'ordre social s'effondrerait. La société prospère donc sur les masques, et l'homme qui voit derrière les masques devient une menace, non seulement pour sa femme, mais pour toute la structure qui dépend de son silence.
C'est pourquoi les hommes perspicaces finissent si souvent isolés. Leur mariage s'effondre. Leur communauté se retourne contre eux et leur lucidité est prise pour de l'amertume. En réalité, ils portent simplement un fardeau que la plupart des hommes n'effleurent jamais. La connaissance que l'amour, tel qu'il est vécu en société, déguise souvent des jeux de pouvoir inconscients. Et pourtant, il y a une force dans cet exil. L'homme qui refuse de faire semblant gagne quelque chose d'inestimable, la liberté. Il n'est plus enchaîné par les illusions. Il ne sacrifie plus sa mission pour maintenir les apparences. Il commence à vivre selon ses propres instincts, plutôt que selon les attentes qui lui sont imposées. Cette liberté, cependant, est coûteuse. Il marchera peut-être seul. Il sera peut-être incompris. Mais sa solitude n'est pas le vide, c'est la souveraineté. Car le danger de voir ce que les autres hommes ne voient pas est aussi son cadeau. Vous échangez le confort de l'illusion contre la force de la réalité. Et la réalité, bien que froide, est bien moins cruelle que la prison de la manipulation inconsciente. Freud croyait que ce que les gens refoulent ne disparaît pas. Cela revient sous des formes déguisées. Rêves, lapsus, comportements étranges qui trahissent des désirs cachés. Dans les relations, le refoulement se manifeste le plus clairement dans la manipulation. Une femme qui ne peut admettre sa soif de contrôle la déguisera en amour. Elle dira « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour nous », alors qu'en vérité, elle veut ce qu'il y a de mieux pour sa domination. Elle masquera la jalousie dans le langage de la dévotion, en disant « Je n'agis ainsi que parce que je tiens énormément à toi ». Pour l'homme aveugle, ces mots sonnent comme de la passion. Mais l'homme qui voit au-delà du déguisement reconnaît la vérité. Le refoulement parle à travers elle, et la manipulation est son arme. Le danger n'est pas simplement qu'elle le trompe, c'est qu'elle se trompe elle-même. Freud a enseigné que les gens sont maîtres dans l'art de l'auto-illusion. Une femme manipulatrice croit souvent sincèrement que ses tactiques sont justifiées. Elle ne voit pas que ses colères soudaines, ses silences froids ou ses culpabilisations sont des formes de contrôle. Elle se persuade qu'elle agit par amour, et donc, lorsque l'homme perspicace refuse de céder, elle se sent trahie. Dans son esprit, elle est la partenaire dévouée. Dans sa vision à lui, elle est celle qui contrôle. Ce choc est explosif, car il menace l'équilibre fragile de l'image qu'elle a d'elle-même. Et c'est là qu'intervient le chantage affectif. La plupart des hommes, terrifiés par le conflit, cèdent pour éviter d'être qualifiés d'insensibles. Ils cèdent quand elle pleure. Ils obéissent quand elle se retire. Ils plient quand elle accuse. Freud aurait pu appeler cela la victoire de l'inconscient, ses désirs refoulés l'emportant sur la volonté de l'homme. Mais celui qui voit ce que les autres ignorent ne peut être si facilement manipulé. Il sait que les larmes ne sont pas toujours la vérité, que le silence n'est pas toujours une blessure, que les accusations sont souvent des projections. Il commence à séparer le signal du bruit, l'instinct du déguisement. Et une fois qu'il le fait, la laisse émotionnelle se brise. C'est ce qui le rend vraiment dangereux. Le plus grand pouvoir d'une femme manipulatrice est sa capacité à déclencher la culpabilité et la peur. Mais un homme qui voit clair à travers ces déclencheurs, qui comprend qu'il s'agit de tactique plutôt que de la vérité, ne peut être contrôlé. Il peut encore l'aimer, mais il ne sera pas ébranlé par ces tempêtes. Il peut encore prendre soin d'elle, mais il ne sacrifiera pas sa dignité pour maintenir son confort. Sa force réside dans son refus de se laisser manipuler par ces jeux inconscients.
Pourtant, le prix de cette lucidité est élevé. Une femme qui prospère grâce à la manipulation ne peut tolérer un homme qui y est immunisé. Sa résistance expose ses tactiques non seulement à lui, mais à elle-même. Elle ne peut vivre dans le déni quand chaque manœuvre échoue, quand chaque accusation ricoche, quand chaque arme émotionnelle est vaine. Alors, elle se tourne vers sa dernière stratégie, la condamnation. Elle le traitera de froid, d'insensible, de détaché. Elle dira aux autres qu'il est cruel. Mais ce n'est pas de la cruauté, c'est de la souveraineté. Il a choisi la réalité plutôt que l'illusion, la liberté plutôt que le chantage. L'homme qui voit ce que les autres hommes ne voient pas apprend quelque chose que peu osent accepter. L'amour sans liberté n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Et la possession, aussi doucement déguisée soit-elle, est toujours une forme d'esclavage. L'homme perspicace préfère être seul dans la vérité que lié dans l'illusion. Et en cela, dirait Freud, il s'est enfin libéré de la tyrannie de l'inconscient. Freud croyait qu'une grande partie de l'amour adulte est hantée par le drame de l'enfance. Il le voyait dans ce qu'il appelait le complexe d'Édipe, l'enchevêtrement inachevé de désirs, de rivalité et de dépendance au sein de la famille. Et c'est là que les femmes manipulatrices tirent souvent leur pouvoir caché. Beaucoup d'hommes ne s'en rendent pas compte, mais ils entrent dans une relation, emportant leurs besoins non résolus d'approbation maternelle. L'épouse ou la petite amie endosse alors sans heurte le rôle de la mère qu'il cherche encore à satisfaire. Elle ne le dit peut-être pas ouvertement, mais son comportement le reflète. Elle récompense l'obéissance par de l'affection, punit l'indépendance par le retrait, lui fait honte quand il ne se plie pas à ses règles. L'homme aveugle ne remet pas en question cette dynamique. Pour lui, elle semble familière, voire naturelle. Il pense que sacrifier sa volonté est une preuve d'amour. Il appelle cela être un bon mari ou un partenaire responsable. Mais l'homme qui voit ce que les autres ignorent reconnaît le piège. Il n'est pas en relation avec elle sur un pied d'égalité. Il rejoue une soumission infantile. Freud insistait sur le fait que ce qui reste non résolu dans la famille se répète dans la vie adulte. Ainsi, la femme manipulatrice devient la mère qu'il n'a jamais pu satisfaire, et il devient l'enfant qui ne peut jamais vraiment grandir. C'est pourquoi tant de mariages s'effondrent sous un poids invisible. Ce ne sont pas des partenariats, ce sont des reconstitutions. Une femme exige, gronde, refuse, tout comme un parent pourrait le faire. L'homme s'excuse, se plie, surcompense, tout comme un garçon pourrait le faire. Pour les étrangers, cela ressemble à des frictions normales, mais l'homme perspicace remarque le déséquilibre. Il voit que ce qui se joue n'est pas de l'amour, mais un jeu de pouvoir inconscient enraciné dans de vieilles blessures. Et une fois qu'il le nomme, tout change. Une femme manipulatrice ne supporte pas d'être vue de cette manière. S'il dit « tu me traites comme un enfant, pas comme un partenaire », il ne se contente pas de confronter son comportement. Il traîne son ombre à la lumière. Elle est forcée de faire face à la possibilité que son besoin de contrôle n'ait rien à voir avec l'amour, mais tout à voir avec ses propres dynamiques non résolues. Et la plupart des femmes ne feront pas face à cela. Elles préféreront resserrer leur emprise, insistant sur le fait qu'il est ingrat, irresponsable, immature. En d'autres termes, elles renforcent son rôle parental, car cela le maintient dans une position d'infériorité. Mais l'homme qui voit refuse de rester petit.
Il sait qu'aucune femme, aussi belle ou aimante qu'elle puisse paraître, ne doit se substituer à sa propre autorité intérieure. Il n'est pas un garçon en quête d'une mère. Il est un homme à la recherche d'une partenaire. C'est là que sa perception le sauve. Il commence à se défaire de sa dépendance, à reconquérir son indépendance de pensée et de volonté. Et lorsqu'il le fait, l'emprise de la femme s'affaiblit. Sa colère s'aiguise, ses tactiques se font plus désespérées, mais elles ne parviennent pas à le faire plier. Car une fois qu'un homme reconnaît qu'il est materné au lieu d'être aimé, l'illusion se dissout, et c'est là que le danger est le plus profond. La plupart des hommes préféreraient rester aveugles plutôt que d'admettre cette vérité. Ils craignent la solitude qui accompagne le fait de se tenir debout en tant qu'homme plutôt qu'en tant que garçon. Ils craignent davantage de perdre leur confort que de perdre leur liberté. Mais l'homme perspicace accepte que le véritable amour ne peut exister là où persiste une dépendance infantile. Freud croyait que la maturité commence lorsqu'un homme se sépare enfin du lien parental. Et dans les relations, cela signifie refuser de laisser une femme le manipuler pour qu'il devienne son enfant. C'est alors seulement qu'il peut se tenir comme un homme à part entière, égal, souverain, intouchable. Freud enseignait que le désir est rarement pur. Ce que nous présentons comme de l'amour est souvent mêlé de ressentiments cachés, de rivalité et de pulsions refoulées. Une femme manipulatrice ne veut pas simplement de l'affection. Elle veut le contrôle sur la manière, le moment et la mesure dans laquelle cette affection est donnée. Et quand un homme résiste à ce contrôle, elle ne ressent pas seulement de la déception, mais une menace. Son refus éveille ce que Freud décrivait comme le retour du refoulé, l'hostilité cachée qu'elle porte envers l'indépendance masculine. C'est pourquoi un homme qui ne cède pas devient la cible de punitions subtiles. Elle retient son affection, crée des tensions à la maison, répand des demi-vérités pour le faire passer pour froid ou sans amour. Pour l'homme aveugle, ce traitement est insupportable. Son instinct d'apaisement prend le dessus, et il se rend juste pour restaurer la paix. Mais l'homme perspicace reconnaît la vérité plus profonde. Cette punition n'est pas une question de justice, c'est une question de contrôle. La colère de cette femme n'est pas la preuve de la culpabilité de l'homme. C'est la preuve de sa peur de ne pouvoir le soumettre. Freud a décrit l'amour et la haine comme de proches voisins, souvent enchevêtrés. La même femme qui s'accroche à la force d'un homme la ressent également. Elle admire son indépendance, mais souhaite la dominer. Lorsqu'elle n'y parvient pas, l'hostilité monte. Pour la plupart des hommes, cette hostilité est déroutante. Ils se demandent comment la dévotion et la cruauté peuvent coexister chez la même personne. Mais l'homme qui voit comprend que le refoulement est toujours instable. Ce qui ne peut être admis directement s'échappe de manière détournée, souvent sous forme d'agression envers les plus proches. Et dans une relation, plus vous êtes proche, plus vous devenez la cible d'une rage inavouée. Le danger ici est profond. Beaucoup d'hommes, lassés par l'hostilité, se soumettent. Ils apprennent à se taire, à acquiescer sans protester, à échanger la liberté contre le calme. Ils pensent avoir choisi la paix. Mais Freud dirait qu'ils ont simplement choisi leur propre refoulement. Ils refoulent leur colère, leurs instincts, leur individualité, et ce refoulement les ronge jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Voilà pourquoi tant de maris semblent sans vie, pourquoi tant d'hommes se vident de leur substance dans le mariage. Ils ont été réduits au silence par la punition, et dans ce silence, ils se sont perdus. L'homme perspicace, cependant,
ne cède pas sous la punition. Il laisse l'hostilité de la femme se révéler sans sombrer dans la peur ou la culpabilité. Il voit ces punitions pour ce qu'elles sont, une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Et au lieu de se recroqueviller, il devient plus fort. Son refus de céder devient le creuset où son indépendance se forge. Les attaques même qui visaient à l'affaiblir deviennent la preuve de sa liberté. Il apprend avec le temps que la punition n'est pas la fin de l'amour, mais son épreuve. Si l'affection meurt parce qu'il a tenu bon, alors ce n'était jamais de l'amour. C'était de la possession déguisée en dévotion. Et voici le paradoxe que Freud aurait apprécié. L'homme qui résiste au contrôle perdra peut-être de nombreuses femmes, mais il se gagne lui-même. Et en se gagnant lui-même, il devient le genre d'homme qui ne peut plus jamais être asservi par la culpabilité, le chantage ou les jeux inconscients. Il devient intouchable, non parce que les femmes cessent d'essayer de le manipuler, mais parce qu'il ne participe plus au scénario. Son refus est sa libération. Freud a souvent décrit ce qui se passe lorsque l'image de soi, soigneusement construite, est brisée. Il appelait cela la blessure narcissique, une blessure à l'ego si profonde qu'elle provoque la rage, le déni ou l'effondrement. Pour la femme manipulatrice, rien n'inflige cette blessure plus qu'un homme qui voit clair en elle. Tant qu'il reste aveugle, elle s'épanouit. Elle contrôle le scénario, dicte le rythme de la relation et maintient son illusion de pureté. Mais au moment où il refuse son chantage émotionnel, au moment où il expose ses tactiques, l'illusion se fissure et la blessure la frappe au cœur. C'est alors qu'elle se déchaîne avec toute sa force. Elle peut pleurer hystériquement, non de chagrin, mais de la terreur de perdre le contrôle. Elle peut déformer la réalité auprès de ses amis et de sa famille, se peignant en victime et lui en bourreau. Elle peut même le saboter, financièrement ou socialement, pour le punir du crime impardonnable de l'avoir percé à jour. Pour ceux qui ne perçoivent pas comme lui, elle apparaît comme lésée, le cœur brisé, voire sainte. Mais l'homme qui voit reconnaît le schéma. La blessure narcissique a été déclenchée, et elle ne reculera devant rien pour défendre le masque qui vient d'être arraché. Freud a expliqué que l'ego se défend avec toutes les armes disponibles lorsque ses illusions sont menacées. Dans une relation, cela signifie que la femme manipulatrice ne peut permettre à son homme de lui tendre un miroir reflétant son ombre. Ce n'est pas seulement inconfortable, c'est insupportable. Et ainsi, elle redirige la blessure vers l'extérieur. La clarté même qui aurait pu sauver la relation devient, dans son esprit, une attaque à venger. Voici le danger pour l'homme perspicace. Il porte désormais une vérité qu'elle ne peut pardonner. Il ne peut plus fermer les yeux sur ses stratégies, il ne peut désapprendre ses motivations. Elle le sent, et parce qu'elle ne peut effacer sa vision, elle doit le détruire à la place. Freud a observé que l'amour et la haine sont étroitement liés, et nulle part cela n'est plus clair qu'ici. La femme qui jurait autrefois dévotion brûle maintenant d'hostilité, non parce qu'il l'a trahi, mais parce qu'il a refusé de rester aveugle. Pour endurer cette tempête, un homme doit s'ancrer dans la réalité. Il doit résister à la tentation de se justifier, de plaider, de convaincre les autres de son innocence, car une fois la blessure narcissique infligée, la raison ne la gouverne plus. Seul l'inconscient parle, brut et défensif. La plupart des hommes s'effondrent ici, submergés par la force de sa rage et l'isolement d'être incompris. Mais l'homme perspicace apprend que la tempête est la preuve de sa clarté. La violence de la réaction
révèle la profondeur de l'illusion qu'il a brisée, et dans cette reconnaissance douloureuse réside son pouvoir. S'il survit à la calomnie, à la rage, aux punitions, il en ressort intouchable. Il sait qu'il n'a pas créé son ombre, il a simplement refusé de la porter. Il sait que la perte de son illusion n'est pas son échec, mais sa liberté. Et bien que le monde puisse prendre son parti, que d'autres hommes la plaignent et le méprisent, il porte en lui quelque chose de bien plus grand que l'approbation. Il porte la force d'un homme qui ne peut plus être trompé. Freud croyait que la liberté ne vient pas de la fuite du désir, mais de sa compréhension. Les hommes qui ne regardent jamais sous la surface de l'amour restent captifs de ce qu'il appelait la compulsion de l'inconscient. Ils se marient aveuglément, servent loyalement et souffrent en silence, sans jamais réaliser qu'ils ne sont pas libres, mais liés par des illusions. L'homme qui voit ce que les autres ne voient pas, cependant, a franchi le seuil. Il a payé le prix de la perception, il a enduré la projection, la punition et même la fureur de la blessure narcissique. Pourtant, s'il survit, quelque chose de remarquable se produit. Il n'est plus la propriété de la manipulation des femmes, ni de son propre besoin inconscient d'être trompé. C'est là que le danger devient transformation. L'homme perspicace apprend que les relations doivent être choisies, non subies. Il n'est plus dupé par la beauté, influencé par les larmes ou asservi par la culpabilité. Il entend ce que Freud appelait la voix de l'inconscient dans chaque interaction et au lieu de la fuir, il la reconnaît. Quand une femme tente de le lier par le silence, il le nomme. Quand elle projette son ombre sur lui, il la reconnaît. Quand elle le punit pour son indépendance, il voit la peur qui se cache derrière. Et en voyant, il refuse de se rendre. Ce refus n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. L'homme qui voit comprend que le véritable amour ne peut se construire sur le refoulement, la manipulation ou l'illusion. Il doit se construire sur la liberté. Et la liberté signifie qu'il ne renoncera pas à son individualité pour préserver un masque. Il n'abandonnera pas sa mission pour apaiser les humeurs d'une femme. Il ne se dissoudra pas dans ses drames inconscients juste pour éviter le conflit. Il reste lui-même, entier et souverain, même en amour. Freud insistait sur le fait que la tâche de la maturité est de vivre sans illusion, d'accepter la réalité de la nature humaine dans toute sa complexité. Pour l'homme perspicace, cela signifie voir les femmes telles qu'elles sont, capables d'amour, mais aussi de manipulation, capables de tendresse, mais aussi de contrôle. Il n'a pas besoin de les diaboliser ni de les vénérer. Il accepte le paradoxe. Il voit les deux facettes et dans cette acceptation, il trouve l'équilibre. Le danger de voir ce que les autres hommes ne voient pas est que vous perdrez le confort facile de l'illusion. Vous ne croirez plus en la dévotion inconditionnelle ou aux amours de contes de fées. Vous reconnaîtrez les jeux de pouvoir, les projections, les manipulations, et pendant un temps, cela ressemblera à un exil. Vous vous tiendrez peut-être seul, incompris des hommes qui préfèrent l'aveuglement, condamnés par les femmes, qui ne peuvent pardonner votre vision. Mais à long terme, vous gagnez quelque chose de bien plus grand que l'approbation. Vous vous gagnez vous-même. Freud a un jour suggéré que le but de la psychanalyse était de remplacer la misère névrotique par le malheur ordinaire. Pour l'homme perspicace, le parallèle est le suivant. Vous échangez le faux réconfort de la manipulation contre la réalité plus dure mais plus saine de la liberté. Vous perdez peut-être des illusions, mais vous gagnez la souveraineté. Et dans cette souveraineté,
vous découvrez que les relations ne sont plus des prisons dans lesquelles on trébuche aveuglément. Ce sont des choix que l'on fait les yeux ouverts, des choix qui honorent votre indépendance plutôt que de l'effacer. Et voilà la vérité finale. Le danger de voir est réel, mais la récompense l'est aussi. Les hommes qui refusent de voir seront vidés, utilisés et brisés, et appelleront cela le destin. L'homme qui voit empruntera un chemin plus difficile, mais il le parcourra en homme libre. Il ne sera plus maîtrisé par l'inconscient des autres, ni par ses propres illusions. Il se tiendra comme ce que Freud aurait pu appeler le type d'homme le plus rare, celui qui est éveillé dans l'amour et par conséquent libéré de ses chaînes. Pensez à soutenir la chaîne, le lien est en description.